du point de vue sécuritaire, quelles sont les garanties que la RDC a? Parce que certaines décisions politiques peuvent exposer le pays dans 50 ans, dans 100 ans. On ne sait pas si demain, parce qu'il y a aussi dans certaines zones où les minéraux s'épuisent. Vous exploitez, ça s'épuise. Maintenant, quelles sont les garanties que la RDC a en retour par rapport à toute cette, à tous ces contrats qu'on veut avoir avec des partenaires internationaux justement pour obtenir la sécurité de nos frontières? Voilà, merci beaucoup. Tu vois pourquoi je disais que nous sommes des conseillers des chefs de l'État. Vous posez des préalables. Parce qu'on doit admettre dans le passé, comme je dis, il faut faire l'état des lieux. Dans le passé, il y a eu minerais contre développement, des infrastructures, qui aujourd'hui c'est introuvable, ce genre d'infrastructures, entre guillemets c'est introuvable. Maintenant, nous sommes dans le même problématique. Alors, je peux dire, il y a des coins ou des recoins, on doit admettre que nous ne contrôlons plus. Ce qu'on dit en droit, nous sommes dans la souveraineté de l'État et la souveraineté dans l'État. Et maintenant, s'il y a possibilité d'aller chercher les investisseurs, les États sérieux, qui vont nous aider, de travailler d'abord avec l'aspect sécuritaire, et ces investisseurs ou ces investissements pour amener le développement dans le coin ou dans le recoin à problème, c'est une bonne chose. Maintenant, les préalables, comme vous venez de dire, des garanties, des clauses de stabilité, comment est-ce que la RDC va procéder pour éviter de tomber dans des contrats léonais. Et là, il y a des experts, tant d'autres, ils ont en train de travailler. Je crois, il y a des experts en train de travailler, faire des propositions et aussi informer la population par du canal de population. Les citoyens et les députés vont travailler et pour éviter de tomber dans les erreurs du passé. Donc je crois que pour moi, il y a des coins ou des recoins où on doit admettre. Maintenant, pour le faire, il faut des négociations. Parce que normalement, derrière chaque État, il y a des entreprises. Derrière chaque État, il y a des entreprises. Ailleurs, les entreprises ne vont pas seules. C'est l'État qui oriente les entreprises. Alors présentement, nous avons besoin les entreprises américaines, qu'on se le dise, qui doivent venir investir. Ce n'est pas seulement nécessairement l'administration Trump ou les États-Unis qui vont venir investir. Il y aura d'autres États, Belgique, France, Afrique du Sud, Canada, qui sont plus dans le secteur minier, qui vont venir admettre comme tel. Soit ils vont nous aider de fermer le fenêtre. Parce qu'en fermant le fenêtre, on reste avec la porte, on contrôle l'entrée et sortie. Alors, si dans une famille, le parent ne contrôle pas les entrées, il n'y a plus d'autorité. Est-ce que le gouvernement congolais s'est renseigné auprès des autres nations qui ont déjà collaboré avec les États-Unis sur cette matière-là? Qu'est-ce qui est arrivé à ces nations, à toutes ces nations? Est-ce que ces nations-là ont été bien protégées du point de vue sécuritaire? Est-ce que les échanges minéraux contre sécurité ont été bien ficelés? Il n'y a pas eu de pertes? Tout ça. Est-ce que la RDC était vraiment informée avant de se lancer dans cette aventure? Donc, nous sommes dans le préambule, hein. Les gens pensent que c'est déjà fait. Non, c'est une proposition. Comme vous avez dit, c'est une proposition. Mais cette proposition, avec votre opportunité, comme je permets de dire, les Congolais lambda, ils suivent, ils comprennent que non, il y a déjà que les chefs travaillent pour démontrer que le chef de l'État travaille, si déjà de ce genre de propositions. Tu vois, parce que vous avez parlé de la diplomatie, vous avez parlé de la sécurité et nous sommes ce qu'on appelle l'anticipation. C'est-à-dire que oui, la guerre, mais comment on peut résoudre le problème de la guerre? Ce que je dis, non, il y a des experts, il y a des gens qui travaillent, qui je crois qu'on va revenir, on va discuter là-dessus. Mais en ce qui concerne notre thématique du jour, la FARDC, l'Ouazalendo, tant d'autres, présentement, il faut d'abord commencer à identifier les officiers sérieux, les officiers loyaux et identifier aussi les infiltrés. Ça, c'est très important parce que quand vous identifiez les traîtres, les infiltrés, ça permet déjà à renforcer davantage
dans la faisance. Et deuxièmement, il faut la formation et les entraînements. La formation et les entraînements, et c'est très important parce que, tant d'autres, et aussi la restructuration, je peux dire, de l'armée. Et partant de cela, le député ou un député courageux ou le gouvernement doit faire des propositions de loi pour les réformes de notre armée. C'est tellement important parce que dans le mois pareil, il y a des éléments à changer, tant d'autres. Et il y a c'est ce que je peux dire, il y a des stratégies. Des stratégies, je peux dire, apparentes et non apparentes. Et il y a des négociations. Pourquoi la communauté internationale n'arrive pas à sanctionner directement, par exemple, l'AFC, les responsables de l'AFC? Et au niveau, deuxième question, pourquoi cette ambiguïté? À Doha, on parle de l'AFC, au niveau de Luanda, on parle du M23. Voilà, merci beaucoup. Nous avons parlé avec vous tantôt. Nous avons le même groupe rebelle. Ouais. Le même, qui change de nom et les animateurs. Ok. C'est toujours le même. CNDP, M23, Bosco Tangana, tout ça. C'est toujours le même. On change que les animateurs. Or, il y a les exécutants et les commanditaires. Nous, on s'intéresse aux exécutants. Mais cette fois-ci, on parle des commanditaires. À qui profite la guerre? Est-ce que la guerre ou le rébellion profite aux rebelles ou à leurs commanditaires? Naturellement, ça doit être à leur commanditaire. Parce que alors, maintenant, il faut qu'on arrive à dire qui sont les commanditaires. C'est ça qu'on parle de la cause. Parce que qui sont les commanditaires? Et partant de cela, quand c'était question de parler des M23 venir à Luanda, c'était le responsable des M23 était à 2 pas de venir, mais c'était M. Nanga qui dit ne peut pas venir. Ouais. Donc, le cordon. Et l'autre, il s'est fait cordon adjoint. Mais quand il s'agit dans les Nations Unies qu'on parle, on parle plus de M23, pas de l'AFC. Tu vois, c'est qu'on doit renforcer, rappeler aussi, cette fois-ci, je pense que Madame... Ou peut-être que l'argumentaire du gouvernement congolais au niveau international fait en sorte que la communauté internationale puisse s'attarder aux accusations du gouvernement congolais. Si par exemple le gouvernement congolais dit que ce sont les M23 qui nous agressent, naturellement la communauté internationale cherchera à sanctionner les M23. Mais si le gouvernement congolais dit que c'est l'AFC/M23 qui nous agresse, à ce niveau-là, la communauté internationale pouvait se dire, bon, hormis le M23, il existe aussi l'AFC qui est un mouvement politico-militaire. Parce que présentement, le mouvement qui dérange la stabilité politique et sécuritaire, c'est l'AFC. C'est ça que je parlais de causes récentes de la guerre. C'est l'AFC qui alimente les jeunes hommes, les gens quittent Belgique. C'est l'AFC. Et on était très bien parti avec Luanda, avec la résolution à côté, et même d'autres États qui ont emboîté les pas, la Belgique. Et tant d'autres. Déjà, subitement, on a quitté de Luanda. Absence totale des intéressés. Directement, on se retrouve à Doha. Moi, étant congolais, étant conseiller du chef de l'État, comme je dis, je suis congolais, j'ai choisi être... Je n'ai pas subi. Quand je dis choisir, ça dit que la nationalité, tu peux renoncer. Mais je suis congolais, j'ai dit, il y a un problématique. Alors, est-ce que c'est le même cahier de charge de Nairobi et Luanda qu'on discute au Doha, et derrière Doha, quelle est la force contraignante pour faire exécuter le protocole d'accord ou l'arrangement qu'il va avoir à Doha, à Kinshasa ou en RDC? Tu vois, c'est ça. Mais derrière Luanda, il y avait les Nations Unies, parce que le médiateur était choisi aux Nations Unies, mandaté par le secrétaire général et d'autres États. Tu vois, on a quitté d'un endroit derrière un cadre de négociations. Derrière, il y avait le suivi, parce que les Nations Unies plutôt faisaient le suivi, évaluer, et tant d'autres. Et on était à un pas, comme vous avez dit, qu'on en rajoute encore l'AFC, parce qu'il y avait déjà M23, il y avait même des officiers de l'armée rwandaise qui étaient déjà sanctionnés, et tant d'autres, tu vois. C'est ce qui a motivé davantage. Maintenant, nous quittons Luanda
on va à Doha. Est-ce qu'on va revenir encore à Luanda ou on va rester à Doha? Ce sont des questionnements qu'on doit se poser. Et pourquoi cette motivation directement à Doha? Parce que pourquoi j'ai précisé de parler de la cause. Derrière Doha et du minerai. Doha, aujourd'hui, centre des intérêts économiques du monde, c'est le Qatar. Et quand je dis à qui profite la chose quand se le dise? Parce que c'est le centre de négociation des ressources naturelles là-bas. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que, comme je disais tantôt, on ne va pas se jeter dans le main de la personne qui est... Parce que la peur de plusieurs Congolais, c'est que tokende komi koti sous tokende komi koi sanama boko ya mutu oyo azana ya moboti ya Kagame. C'est ça le problème. Vous savez, je vais te dire, moi je suis du Congo central, je vais traduire un dicton. Même si l'enfant est malade, mais il ne faut pas laisser votre enfant soit soigné par n'importe qui. Parce que vous pouvez être laissé que ton enfant doit être traité, soigné par le sorcier qui avait jeté un mauvais sort. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Donc, il faut qu'on doit réfléchir deux fois. Parce que, oui, c'est bien, on veut. Parce que, déjà,